Merci de suivre ces 30 minutes d'information sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le bilan 2022 du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La lutte contre le travail des enfants, l'autonomisation de la femme et la prise en charge des familles vulnérables. Où en sont ces programmes? La ministre Nasseniba Touré a fait le point lors d'une rencontre à Grand-Bassam, dans le sud. Toujours en Côte d'Ivoire, 80 millions de francs CFA pour soutenir les entreprises de médias en difficulté. C'est une initiative du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. 7 entreprises de presse écrite et audiovisuelle ont reçu hier des allocations lors d'une cérémonie dans la commune de Cocody. Enfin, 14 morts et 63 blessés en République démocratique du Congo dans une attaque contre une église protestante dans le Nord Kivu. Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, en marge des travaux de la 15e édition de la Semaine de la durabilité, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Méliette Koné, a présidé la cérémonie de signature de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété et l'exploitation d'une centrale solaire de 50 MW à Bondoukou, dans le nord-est ivoirien. Document signé entre le gouvernement ivoirien et le groupe émirati Amea Power, spécialisé dans le développement des infrastructures énergétiques. En Côte d'Ivoire, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait le bilan 2022 de son département. Nasseniba Touré était récemment à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. Lutte contre le travail des enfants, autonomisation de la femme et prise en charge des familles vulnérables, des sujets expliqués dans les détails. Les précisions de Patricia Etia. Élaboration et exécution du budget, formation des directeurs, engagement et autonomisation de la femme, coordination des activités de lutte contre les violences basées sur le genre, les défis de la lutte contre les VBG en Côte d'Ivoire, autant de sujets qui ont été abordés au cours de cette rencontre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant avec l'ensemble de ses collaborateurs. Ils ont également réitéré leur engagement total pour la réalisation des missions assignées au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame la ministre, cette forte mobilisation du personnel à cette cérémonie est le signe indéniable de la volonté de tous d'être à vos côtés et d'œuvrer dans une synergie d'action pour bâtir une équipe forte et solidaire qui travaille dans un esprit de famille. En retour, Nasseniba Touré a remercié ses collaborateurs et les a félicités pour l'important travail réalisé en 2022. Occasion pour la ministre de dégager les perspectives pour 2023. Oui, beaucoup reste encore à faire. Oui, beaucoup reste à faire, notamment en matière de renforcement de capacités et de financement de projets d'autonomisation des femmes, de la lutte contre les violences basées sur le genre, véritable fléau qui freine la pleine réalisation des femmes, l'accès des femmes au foncier, la promotion des valeurs sociales au sein des familles et la protection des enfants contre toutes sortes de violences et d'abus. C'est dans une atmosphère conviviale avec des défis plus importants à relever dans l'atteinte des objectifs fixés pour 2023 que la rencontre a pris fin. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel hier dans la commune du Plateau de la plateforme numérique Mon École à la maison par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné. Ce programme d'enseignement est désormais accessible à tous à travers le monde. À noter plus de 4000 fiches de leçons, 5000 exercices, 2000 quiz et 150 fiches de travaux pratiques pour le primaire et le secondaire. Les explications de Sephora Zegui. Par un clic de souris, Mariatou Koné ouvre officiellement la plateforme numérique Mon École à la maison.
Désormais, les parents d'élèves ont à leur disposition des outils et manuels scolaires en ligne pour mieux suivre l'évolution scolaire de leurs enfants depuis leur domicile. Des exercices et des leçons sont disponibles gratuitement sur la plateforme. Interrompue depuis 2021, Mon école à la maison est remise en ligne mais adaptée aux normes internationales pour le bonheur des élèves, leurs parents et des enseignants. Je trouve ça bon parce que ça nous permettra, nous les élèves, de pouvoir étudier à la maison et d'améliorer nos résultats scolaires. Cette initiative est le fruit de la collaboration entre l'UNICEF et le gouvernement ivoirien. Grâce à ce partenariat, plus de 6 millions d'enfants auront accès à des cours en vue d'améliorer leur rendement scolaire. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a réussi à numériser tous les programmes scolaires de l'enseignement général préscolaire, primaire et secondaire. Et ça, c'est vraiment unique dans le continent d'Afrique. Ceci était un véritable succès compte tenu du volume de travail réalisé et en temps record. L'école, via le numérique, c'est l'une des recommandations des EGENA, États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Et Mariatou Koné rassure la communauté éducative quant au déploiement progressif des directives qui en découlent. Aujourd'hui, les innovations pédagogiques de l'éducation numérique introduites avec l'avènement de la COVID-19 demeurent des acquis indéniables pour une école de qualité, une école inclusive, une école d'équité. Ainsi, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation continue de travailler au développement du processus de digitalisation de tout le système éducatif ivoirien. La plateforme numérique Mon école à la maison est une source de créativité et d'innovation pour les élèves. Ceux du préscolaire, du primaire et du secondaire auront accès à plus de 4000 fiches de leçons, 5000 exercices, 2000 quiz, 150 travaux pratiques et 624 vidéos pédagogiques. Elle est accessible sur le site école-ci.online. Un an après le lancement de la plateforme e-santé jeune, comment avance cette application créée par le Programme national de la santé scolaire et universitaire? Les professionnels de la santé et autres animateurs de ce site ont participé récemment à des réflexions. Objectif, améliorer l'éducation des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Pour en parler, Jean Djadji. Améliorer la santé sexuelle et reproductive de la jeunesse. Une préoccupation pour le gouvernement. Les nouvelles infections au VIH-Sida concernent les jeunes de 15 à 24 ans, selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Représentant 77% de la population, ces jeunes font face à de nombreux défis en matière d'éducation et de santé. Lancé en 2021 par le Programme national de la santé scolaire et universitaire, Santé adolescents jeunes, PNS-USAGE, la plateforme numérique e-santé jeune veut répondre à leurs besoins. J'ai déjà entendu parler dans une émission, mais je n'ai jamais téléchargé l'application pour voir comment ça se comporte. E-santé est bénéfique pour moi parce que, à travers e-santé, j'ai la possibilité de connaître toutes sortes de maladies qui sont à proximité de moi, qui peuvent m'atteindre. C'est une application qui permet aux uns aux autres de pouvoir maîtriser en fait tous les hôpitaux qui sont à proximité. E-santé jeune est animé par une centaine de prestataires de soins, communément appelés animateurs. Ils sont chargés de conseiller et d'orienter les jeunes sur les questions de santé. Herman en fait partie. Son ordinateur et son téléphone portable sont ses principaux outils. Les addictions, l'adolescence, les faits de société sont, entre autres, les sujets abordés sur les forums et chats privés de l'application. À la maison, ils ont peur des parents, ils se cachent. À l'école, c'est les cours. À qui s'adresser quand on a des problèmes particuliers qui tiennent à l'adolescence? C'est la plateforme qui est vraiment adéquate, où on peut s'exprimer même si on est timide. Donc, tout est fait en pseudo, c'est anonyme, c'est sécurisé. e-santé jeune enregistre à ce jour plus de 5000 inscrits et 70 forums publiés. On aurait voulu avoir beaucoup plus de mobilisation au niveau des jeunes. Définir une stratégie afin d'amplifier la mobilisation des jeunes. C'est l'objectif de ces réflexions initiées par le Programme national de la santé scolaire et universitaire Santé adolescents jeunes, en partenariat avec l'UNFPA et l'ONG Action contre la faim. La Côte d'Ivoire n'est pas faite que d'adolescents
et de jeunes scolarisés ou déscolarisés. Il y a certains qui n'ont jamais mis les pieds à l'école et qui ont besoin également de l'information. Que devons-nous faire? C'est de faire en sorte qu'ils puissent à un moment donné pouvoir interagir en langue locale et communiquer, échanger avec les partenaires, les animateurs derrière la plateforme. L'application e-santé jeune comprend 5 modules. Elle est téléchargeable à partir des téléphones Android. Toujours au chapitre santé, à noter que 150 personnes ont bénéficié il y a quelques jours gratuitement de soins chirurgicaux à Aboisseau, dans la région sud-est du pays. Il s'agit des opérations de la thyroïde et de la hernie. Les patients ont été entièrement pris en charge par la mairie d'Aboisseau. Pour en parler, Eugène Atoubé. C'est un beau cadeau de Nouvel An qu'offre le conseil municipal d'Aboisseau aux personnes démunies atteintes de hernie et de goitre. Ils sont 150 femmes, hommes et enfants à bénéficier d'une opération gratuite de ces deux maladies. Les différentes interventions ont été assurées par l'équipe du professeur Blégolé Clément, coordonnateur régional de l'Association des chirurgiens en vidéo endoscopie chirurgicale d'Abidjan. Des chirurgiens, médecins généralistes, anesthésistes et infirmiers qui, durant 2 jours, ont apporté sourire et espoir à leurs patients. C'est la deuxième fois que nous venons à Aboisseau. Et on est vraiment très heureux d'être à Aboisseau. En 2018, on était à Aboisseau, mais c'était de l'autre côté là-bas. Et cette année, on est ici, mais dans un cadre, j'allais dire, idéal. On est vraiment content d'être là. Au centre hospitalier régional d'Aboisseau, où se sont déroulées les interventions chirurgicales, les parents des malades ne cachaient pas leur optimisme et leur joie face à l'acte de portée sociale posé par le maire d'Aboisseau. Ngouan Jérémy lui-même est allé apporter soutien et encouragement aux malades. Nous estimons qu'il faut à un certain moment s'occuper des autres, s'occuper des démunis, de ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. Et ça fait partie de notre credo, c'est ce que nous faisons depuis longtemps. Grand merci à monsieur le ministre de la Santé qui n'a pas hésité à nous donner son accord pour cette opération. Vraiment, nous tenons à lui dire merci. La mairie d'Aboisseau a inscrit au rang de ses priorités le bien-être des populations. Celles-ci ont déjà bénéficié de soins gratuits pour le diabète et les maladies des yeux, à l'initiative du maire Ngouan Jérémy. L'accident vasculaire cérébral et l'hypertension, 2 sujets au cœur d'une conférence initiée à Bouaké, dans la région centre du pays, par l'Association des femmes juniors. Cette structure œuvre pour le bien-être de la jeune fille et de la femme. Les participantes ont donc été instruites sur les facteurs de risque et moyens de prévention. Soro Corona de RTI Bouaké. Problème de santé publique. L'AVC, accident vasculaire cérébral, touche environ 15 000 personnes et tue près de 10 000 personnes par an en Côte d'Ivoire, selon les statistiques du service neurologie du CHU de Trècheville. Le principal facteur de risque de l'AVC est l'hypertension artérielle et est à l'origine de 75% des cas diagnostiqués. À Bouaké, l'association féminine dénommée Junior des femmes s'implique dans la lutte contre cette pathologie. À cette occasion, les femmes ont été instruites sur les causes, les symptômes et le mode de prévention de la maladie. Vous savez que les médicaments de la rue pullulent dans la ville et donc c'est une manière de sensibiliser les femmes à éviter l'automédication et à se rendre à l'hôpital lorsqu'elles sont malades. Les signes se manifestent comment? Quand la personne sent peut-être une paralysie, peut-être ça peut être à gauche ou à droite, la parole qui est dérangée, la personne ne peut pas prononcer les mots-clés. Si on n'arrive pas à bien soulever les membres, quand vous voyez ça chez une personne, c'est de pouvoir mettre cette personne à terre jusqu'à ce qu'on appelle les urgences pour pouvoir transporter cette personne à l'hôpital. Ne pas lui donner des médicaments, ne pas lui donner de l'eau. Parrain de la cérémonie, François Albert Amicha, maire de la commune de Trècheville. Son représentant et les autorités locales encouragent l'initiative. Pour le ministre François Albert Amicha, la femme est au cœur du développement. Donc partout où il est question des femmes, le ministre François Albert Amicha reste sensible à la jeune féminine. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, en 2030, environ 24 millions de personnes mourront dans le monde des maladies vasculaires cérébrales. Créée en 2012, l'association Junior des femmes de Bouaké regroupe les femmes de divers horizons œuvrant dans plusieurs domaines d'activité. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la journée d'information et de formation de l'association. Non, toujours non au coronavirus.
En Côte d'Ivoire, un cas de coronavirus enregistré hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 87 964 cas confirmés de coronavirus, 87 126 personnes guéries, 833 décès et 7 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations de plus de 12 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. Intéressons-nous à présent au train urbain d'Abidjan. Les premières rames seront visibles à partir de 2024, mais pour l'heure, place aux travaux de libération des emprises. Cette opération, lancée en octobre 2021, a atteint un taux de réalisation de 95%. À noter également des difficultés relatives aux indemnisations et aux nouveaux impactés dans la commune de Port-Boué. Pour en parler, Amadou Kouassi. Ces maisons marquées au rouge subiront le même sort que leur voisinage dans quelques semaines. Impactées par la réalisation du projet du métro d'Abidjan, ces habitations devraient être démolies depuis bien longtemps, mais elles sont encore habitées. Plus de 40 ans que j'habite ici avec ma famille. Donc nous, on attend qu'on nous dédommage avant de quitter les lieux. Oui, nous sommes encore là. Parce que les chèques n'ont pas encore été donnés. Non, ils ont dit qu'ils vont donner le chèque, ils vont nous donner un délai, mais les chèques n'ont pas encore été remis, donc nous sommes là pour le moment. En attendant la démolition, certains propriétaires ont transformé ces endroits en lieu de commerce. Mais quand ils sont venus, on dit de quitter la maison. Je suis parti chercher maison à Nani et ramasser mes bagages. Mais le matin, ils viennent vendre ici un peu. Parce que s'ils n'étaient pas là, ils vont voler les tôles, les choses. Pour le moment, on va m'appeler pour signer. Quand tu signes, maintenant tu peux ramasser les choses. Objet de protestation, ces populations constituent les dernières à être dédommagées pour libérer totalement l'emprise du métro d'Abidjan. Cette phase est estimée à plus de 95% par le ministère des Transports. Tous jurent de ne pas savoir le montant proposé par le gouvernement. Et pourtant, des projets se tissent. Parce que la dernière fois, qu'est-ce qu'on me disait, les étages qui sont de l'autre côté là. Donc on leur a donné, j'aurais appris qu'ils ont eu 45 millions. Il fallait qu'ils nous relogent. C'est ce que nous on voulait. Ce n'est pas l'argent même qui nous intéressait. Démarrée depuis août 2021, l'opération touche à ce jour 14 811 personnes sur l'ensemble du projet. Elle est pilotée par la cellule d'exécution du plan d'action de réinstallation, CEPAR, du ministère des Transports. Les difficultés qui surviennent le plus souvent sont des difficultés d'ordre personnel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec nous en ce qui concerne les indemnisations qu'on veut leur appliquer, et donc cela fait durer le processus. Il y a des personnes aussi qui peuvent être absentes, il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir tous les documents requis, par exemple s'il y a des questions de succession, et donc la personne qui se présente donc, pour être l'ayant droit n'a pas toujours les documents juridiques nécessaires. Quant aux populations en attente de paiement, le président du comité de suivi du plan d'action de réinstallation rassure du paiement total des dus dans les délais requis. Toutes, sans exception, même les personnes qui sont hébergées gratuitement chez leurs parents, nous les recensons et nous estimons que ces personnes-là, du fait que nous dérangeons donc leur vie normale, doivent avoir droit à une compensation. Je peux dire qu'il y a sur les 14 000, il y a au moins 10 000 personnes qui ont reçu un paiement. Donc le reste va suivre. Le reste, c'est des gens qui sont dans le processus et qui seront payés très bientôt. Personne ne sera oublié. Les opérations de libération ont été souvent acceptées difficilement par la population. Et la divergence des points de vue, pas généralement, du montant à payer. Au moins, on n'a rien eu là. 90 millions, 4 pièces. Allez à nos maisons, vous nous donnez 45 millions. 45 millions là, on peut payer maison aujourd'hui à 45 millions. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous faisons une expertise. Il y a des gens qui sont dans des villas basses, il y a des gens qui sont dans des petits appartements, il y a des grands appartements. Donc c'est très variable. En tout cas, tout le monde est rémunéré selon l'expertise, une expertise fiable qui est faite par un expert immobilier agréé.
et qui est indépendant totalement de notre organisation. Donc, il se peut que, malgré cela, certaines personnes contestent les montants, donc elles font une contre-expertise et nous les confrontons. Et les rencontres d'explication avec la population, surtout celles de Port-Boué, sont régulières. À son cabinet comme dans les locaux de la mairie, le ministre Amadou Kone explique le bien fondé du projet tout en donnant des assurances aux populations. Le ministre des Transports se rend fréquemment sur le site libéré pour s'assurer de l'évolution des travaux. Début novembre 2022, c'est à bord d'une draisine qu'il effectue la dernière visite de l'année, de Port-Boué à Adjamé, en passant par Makori, Treichville et Plateau. Tous ceux qui sont impactés par le projet donc, seront dédommagés. Sur Port-Boué, c'est plus d'1 milliard de francs CFA qui ont déjà été payés à des personnes impactées. C'est un pas déterminant donc, qui est en train d'être posé. Et donc, après cela, on commencera donc, véritablement les travaux de génie civil. Notre souhait, c'est que donc, ce métro soit mis à la disposition des Ivoiriens dans un délai maximum de 4 ans, donc en 2026. Ces équipes rassurent que les travaux ont démarré depuis bien longtemps. Et ces travaux prendront une autre forme dans les semaines à venir. Et les travaux ont déjà commencé. Donc, par ce que nous appelons les déplacements des réseaux et les travaux préparatoires. Ensuite, d'autres phases des travaux vont prendre corps donc, au cours de ce premier trimestre du mois de l'année 2023. Des assurances de démarrage effectif confirmées par la signature de conventions entre la République de France et l'État ivoirien pour clore le budget de financement de ce grand projet de 870 milliards de francs CFA. Le projet du métro d'Abidjan est un projet révolutionnaire pour le développement et le transport dans le district d'Abidjan. Lancé officiellement en 2017 par les chefs d'État ivoiriens et français, le métro d'Abidjan sera une réalité dans quelques années, avec une prévision de 540 000 voyageurs au quotidien, sur une distance de 37,4 km. Le métro d'Abidjan va relier la commune d'Aniama à celle de Port-Boué, en passant par Abobo, Adjamé, Plateau, Makori et Koumassi. Dans l'actualité nationale, également la prestation de serment de 5 nouveaux magistrats dans l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Plus de détails, Pacom Didi et Franck Kouadio. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, accueille en son sein 5 nouveaux magistrats issus de nationalités différentes, le Congo, le Tchad, la Guinée-Bissau, le Burkina, et élus par le Conseil des ministres de l'OHADA. Ils sont recrutés pour un mandat de 7 ans en remplacement des 5 autres partants dont le mandat prend fin. C'est donc une satisfaction, mais en même temps un défi. Chacun apportera sa contribution pour le bien de l'organisation communautaire. On attend d'eux beaucoup de travail, on attend d'eux la compétence, la pondération, le secret de délibération, on attend qu'ils performent. La République démocratique du Congo a la charge depuis janvier 2023 de la présidence du Conseil et des chefs d'État de l'OHADA, d'où la présence du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux du Congo. La ministre congolaise encourage alors et exhorte les nouveaux juges entrant au travail. Ils ont la mission de dire les droits et le droit seul. Ils ont besoin de se distinguer dans les différentes décisions qui seront prises durant leur mandat. C'est très important puisqu'on a besoin de redynamiser la Cour. On a besoin que cette Cour puisse nous apporter des résultats tels qu'escomptés durant cette année 2023. Pour être juge à la Cour commune de justice et d'arbitrage à CCJA, il faut avoir été dans son propre pays, magistrat, avocat, notaire ou universitaire, avec en moyenne 15 années de service. Cette prestation de serment devant la Cour est une déclaration solennelle à bien faire le travail dans l'impartialité et la confidentialité. Toujours en Côte d'Ivoire, une enveloppe de 80 millions de francs CFA pour soutenir le secteur des médias en difficulté. C'est une initiative du ministère de la Communication et de l'économie numérique. La cérémonie de remise de chèques s'est tenue hier dans les locaux de l'Agence de soutien et de développement des médias dans la commune de Cocody. 7 entreprises de presse écrite et audiovisuelle ont reçu des allocations. Le point dans ce reportage de Jean Djadji.
Bonne ambiance au siège de l'Agence de soutien et de développement des médias, ASDM. 6 entreprises de presse imprimées et une télévision privée réceptionnent chacune 10 millions et 20 millions de francs CFA. Au total, 80 millions de francs CFA de subventions remis par cette structure sous tutelle du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Objectif, soutenir ces médias qui peinent à rentabiliser après de lourds investissements et une chaîne des valeurs de l'information essoufflée. Je profite de l'occasion pour remercier donc le directeur général, le ministre de la Communication qui aussi, dès sa prise de fonction, nous a dit que un de ses points importants d'objectif était le soutien des médias et faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse avoir un paysage audiovisuel aux normes internationales. Nous devons travailler ensemble de sorte que les problèmes que nous posons aujourd'hui, qui sont des problèmes de la presse, qui sont des problèmes d'ordre démocratique, soient donc résolus et que la presse aussi soutienne donc le pouvoir en place, de sorte que nous puissions ensemble avoir un pays qui va bien avec une presse aussi qui va bien. Ces subventions interviennent en application de la loi portant régime juridique de la presse de décembre 2017. Elle consacre l'aide publique aux médias en vue d'assurer la liberté de la presse et de garantir le droit du citoyen à l'information telle que prescrite dans la Constitution. L'objectif aujourd'hui, il est simple pour résumer, c'est de permettre d'abord aux entreprises de se maintenir, de se reconstituer, de retrouver de la marge sur leur gestion, mais ensuite d'être accompagné pour avoir les moyens de la projection. L'Agence de soutien du développement des médias, ASDM, compte accélérer au titre de l'année 2023 ses actions dans le domaine de l'audiovisuel et du numérique. Religion avec la présentation officielle du nouvel administrateur de la division Afrique de l'Ouest et du centre de l'église adventiste du 7e jour. Le pasteur Robert Osei va donc poursuivre l'œuvre d'évangélisation des populations. Frédéric Oulaï et Godefroy Okambawa. Un culte d'action de grâce pour placer l'année 2023 sous les auspices de Jésus-Christ. L'Église adventiste du 7e jour présente officiellement le nouvel administrateur de la division de l'Afrique de l'Ouest et du centre de la communauté adventiste du 7e jour. Étant d'évangile en Côte d'Ivoire et dans 22 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre, le pasteur Robert Osei Bonsou aura pour mission d'accompagner le gouvernement dans les actions de développement, notamment la construction d'infrastructures sanitaires et universitaires. Je pense que l'Église n'est pas limitée à la prédication de l'Évangile. C'est vrai, nous voulons développer l'Église, mais nous nous occupons aussi des besoins des populations en termes d'éducation et de couverture sanitaire. C'est pourquoi nous allons nous déployer sur ce terrain-là pour apporter un soutien aux actions du gouvernement. Jour de joie, les fidèles et leaders de cette communauté ont exprimé leur volonté d'œuvrer aux côtés du nouvel administrateur de l'atteinte des objectifs fixés par l'Église. Ce jour, c'est vraiment une très grande joie pour nous de l'accueillir. Il est arrivé, ça fait déjà quelques mois. On n'a pas pu s'organiser tout, mais on l'a fait aujourd'hui pour montrer que nous sommes contents qu'il soit là. L'Église adventiste du 7e jour est composée de divisions et de fédérations. On dénombre 222 églises locales avec plus de 10 000 fidèles actifs au plan national. Le président de la division de l'Afrique de l'Ouest et du centre est de nationalité ghanéenne. La communauté protestante endeuillée en République démocratique du Congo. Le bilan s'est alourdi après l'attaque survenue le 15 janvier dernier à Kasindi, dans le territoire de Béni, au nord Kivu. Une église protestante a été la cible d'une attaque à la bombe. Bilan, 14 morts et 63 blessés. La Côte d'Ivoire aux prises ce soir avec la République démocratique du Congo. Match comptant pour la deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations 2023. À noter que les éléphants footballeurs sont dans l'obligation de décrocher aujourd'hui un résultat positif au stade d'Annaba dans la région est algérienne. L'Algérie, pays hôte du CHAN 2023, s'est qualifiée pour les quarts de finale. Les Fennecs algériens ont battu hier l'Éthiopie par 1-0, match comptant
pour la seconde journée du groupe A. Les explications tout de suite de Arsène Kouassi et Jean Esso du service sport. L'Algérie devient la première nation qualifiée pour les quarts de finale du CHAN 2022. Comme lors de leur premier match contre la Libye, les Fennecs se sont imposés sur le plus petit score face à l'Éthiopie, très peu inspiré offensivement. Tenus en échec pendant la première période, les de Majid Bouguera ont réussi à débloquer la marque grâce à Aymen Mayous, déjà auteur de l'unique réalisation algérienne contre la Libye. Grâce à ce succès, l'Algérie demeure leader de la poule A avec 6 points. De son côté, l'Éthiopie, troisième avec 1 point, devra absolument battre la Libye lors de la dernière journée pour espérer se hisser au prochain tour en finissant devant le Mozambique, actuel deuxième, après sa victoire renversante contre les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye, 3-2. En image, ce drame en Ukraine. Un hélicoptère s'est écrasé aujourd'hui près d'une école dans la région de Kiev, faisant 18 morts, dont le ministre de l'Intérieur et 3 jeunes enfants. Une nouvelle tragédie dans ce pays, quelques jours après une frappe russe meurtrière à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.